de cobalt. Donc c'est dans notre intérêt, je pense que c'est aussi dans l'intérêt de la RDC de soutenir aujourd'hui les efforts qui sont faits pour rendre cette production artisanale beaucoup plus transparente et responsable. Alors vous m'avez posé une question sur Chabara. Alors c'est intéressant parce que Chabara fait partie de notre site minier de Mutanda Mining. Mais ça fait plusieurs années maintenant que nous n'avons pas accès, et je profite de la présence de son Excellence, de la présidence aussi, qui connaissent tous ce problème-là. Ça fait plusieurs années que nous n'avons pas accès à Chabara, alors que Chabara fait partie de notre site minier de Mouni. Et je pense que le responsable d'Afriwatch qui a eu à parler tout à l'heure a parlé du fait qu'il y a des artisans miniers qui opèrent sur certains sites miniers qui ne leur appartiennent pas. Ben, c'est exactement le cas de Chabara. Je ne voudrais pas en dire plus parce que je pense que je ne voudrais frustrer personne, mais effectivement c'est un problème assez criant. Merci. Brief in your comments because we're really up against time if you would like to comment, but please keep it as brief as possible. Voilà, merci. J'aimerais bien réagir à l'intervention de M. Pili, que je salue, parce que c'est une des personnes dont j'ai appris les b.a.-ba du secteur des hydrocarbures à l'époque où j'étais directeur de cabinet. Il était conseiller et son expérience m'a beaucoup aidé. Et je suis heureux donc de vous voir évoluer dans le secteur privé aujourd'hui. Vous avez parlé d'une approche que vous proposez pour que la RDC puisse s'approprier ses ressources stratégiques et jouer un rôle différent, jouer sa partition, comme disait monsieur le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. Effectivement, je pense que quand on parle de transition énergétique, il est clair que nous n'allons pas forcément passer d'un certain type d'énergie à un autre type d'énergie, mais je pense qu'ici, il est surtout question de modifier les proportions dans notre mix énergétique pour que, si j'ai bien compris, mon frère et ami aussi, pour permettre d'aller dans le sens d'une décarbonisation qui est en phase avec les objectifs que nous nous assignons au niveau de la planète. Ce que je dois retenir, et vous avez raison, et je pense que c'est le sens du combat du gouvernement, c'est effectivement de permettre à la RDC de s'approprier ses ressources, de pouvoir raccourcir les chaînes d'approvisionnement, comme on l'a dit, et initier une démarche de développement local pour que la RDC puisse passer d'une économie essentiellement extractive qui répond à ce qui était un modèle colonial, on va le dire, à un modèle qui lui permet de jouer un rôle dans le concert des nations en tant que pays producteur de produits finis et de produits à forte valeur ajoutée. Voilà, ce sera certainement progressif, mais je pense que dans l'esprit, effectivement, je n'irai pas jusqu'à dire que le cobalt ne doit pas sortir. Il y a probablement un pas jusque-là, mais effectivement, dans une démarche de ce que moi j'appelle l'économie partagée, faire en sorte qu'il y ait une répartition beaucoup plus équitable de la valeur qui est faite sur ce type de produit. Alors, Can I ask you to... oui, ok. Can I respond to the question of the civil society? Thank you. Thank you, Susanna. Alors, peut-être pour une question qui a été posée ou adressée directement à Subsaf, je vous remercie. Bon, Subsaf ne bénéficie malheureusement pas d'un fan club comme la société sœur EGC, mais cela dit, tout en s'appuyant sur la légitimité juridique, je n'ai pas mandat pour parler au nom du gouvernement provincial du Lualaba, mais il vous souviendra que dans le code minier, les acteurs appelés à assurer l'administration du secteur minier artisanal sont clairement identifiés. Et à moins que je me trompe, et vous me corrigerez si c'est le cas, la province, de manière générale, quelle que soit la province,
est l'acteur qui est chargé, sous la supervision du gouvernement central par le truchement du ministère des Mines, et la structure chargée d'assurer l'administration de l'activité minière artisanale. Donc, de ce fait, c'est en toute légitimité que la province peut agir dans le sens de l'intérêt de ses administrés, en espérant avoir des externalités positives pour le pays de manière générale. Je m'inscris en faux contre la démarche de vouloir opposer EGC à Subsouth, même si c'est compréhensible. Mais je pense que, comme l'a dit EGC, et c'est une structure d'État, c'est une structure qui a une vocation à contribuer au bien-être des Congolais, donc qui mérite le soutien de tous, pour des raisons diverses, pas forcément dépendantes de sa propre volonté. Il y a eu un flottement dans son démarrage. Alors, rappelez-vous que la province est un acteur économique et que la province a des obligations vis-à-vis de ses administrés. Donc, il est légitime qu'elle puisse identifier, trouver des solutions qui lui permettent de répondre à ses missions les plus importantes. Et c'est dans ce sens-là que s'inscrit le partenariat entre Subsouth et la province, en rappelant que si Subsouth aujourd'hui est connu comme entité, en réalité Subsouth n'existe qu'au travers d'un contrat de délégation de services. En fait, en réalité, quand Subsouth agit ou agira, ce n'est pas Subsouth qui agit, c'est la province du Lualaba. Alors cela dit, et vous avez raison de l'avoir stigmatisé, un rapprochement devra être nécessaire. Je pense que c'est le rôle du gouvernement de rapprocher les différentes structures, de pouvoir mettre sur la table leurs différentes compétences, leurs services et leurs missions, et de voir dans quelle mesure, de manière la plus constructive possible, leurs actions peuvent contribuer à l'essor du secteur minier artisanal qui nous tient à cœur. Merci. Thank you, Susanna. Just a concluding sentence maybe from my side. I want to re-stress the urgency to get going for two reasons. One is just the fact that the conditions that prevail in the artisanal mining sector are putting people at risk every single day. But the second is just a topic that hasn't come up surprisingly, and that's the risk of substitution. Not only are people trying to avoid cobalt from Congo, but cobalt at all. So a lot of companies are developing technologies that can make do without any cobalt. And so I think we might be looking at 3 to 5 years to figure out a way to change the reputation of Congolese cobalt at large, to prevent that we get beyond the point where companies pride themselves again in not using any cobalt at all in their products. And so, without being gloomy, seeing that as a call to action, now is the time to align, to invest, and to act. And thank you so much for having me. Thank you so much to our distinguished panel for all your remarks and for responding to our audience today. And especially thank you to His Excellency, the Minister for Industry, Mr. Julien Paluku, for sitting here and really, some of you may not be able to see it, but I've been in the front privileged to see how many notes he has taken based on what he's hearing. And with that, I would like to welcome His Excellency to the floor to give some concluding remarks and hopefully to respond to some of the remarks made in the room today. I hope he's up for the challenge. Thank you. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonsoir à tout le monde. Je reviens d'Addis Abeba, où j'ai participé effectivement à une grande conférence sur la vision minière africaine à l'ère de la transition énergétique. Et donc ça rejoint effectivement ce qui est fait maintenant par Kobat Institute pour essayer un peu de réfléchir sur le rôle de la RDC dans cette transition énergétique verte, équitable et juste. Mais j'ai suivi
particulièrement les intervenants, notamment les directeurs de cabinet adjoint du chef de l'État qui a planté le dépôt, qui a même donné la vision du président de la République pour rassurer toute l'opinion que la RDC est en train de s'apprêter effectivement vers cette transition. Je vais y revenir un peu plus tard. J'ai suivi également M. Panou qui a presque problématisé ou dialectisé en disant mais est-ce qu'on peut même parler de transition énergétique? Parce qu'on n'a même pas accès à cette énergie-là, mais on va faire la transition d'où vers où? Parce qu'il faudrait transiter quand on vient de quelque part. Et M. Kossi a enfoncé le clou en disant la transition énergétique se fera avec la RDC ou alors elle ne se fera pas. Ce sont quand même des propos qui nous appellent tous à considérer que la RDC est un acteur important. La société civile, quant à elle, a souligné un certain nombre de questions liées particulièrement au cadre légal, à la répartition de la rente, à l'organisation du marché et à la création des zones d'exploitation. Monsieur David, lui est venu pour annoncer un certain nombre de menaces, si je peux les appeler ainsi, si on ne s'aligne pas. Alors je voudrais dire à toute l'opinion ici que ces questions sont prises en charge par le président de la République lorsqu'il met en place les politiques publiques à travers le gouvernement. Mais comme je ne suis pas habilité à parler au nom de tous les autres, je vais parler de moi-même. Si mon collègue ministre des Mines était ici, elle allait effectivement répondre à des questions liées à ces petits conflits, peut-être éventuels, entre EGC et Sud-South. Mais moi, ce que je donne, ce que j'ai toujours donné comme commentaire quand on a un pouvoir, c'est que le pouvoir peut se traduire comme la chaise à l'intérieur de laquelle chacun de vous est assis. Et lorsque vous y êtes, il faut vous y asseoir pleinement. Il ne faut pas vous asseoir à côté de la chaise. Il faut vous asseoir dans la chaise. C'est ça le pouvoir. Alors, je disais donc que ces questions sont prises en compte par le président de la République. Et déjà l'année passée, en 2021, il a convié l'Afrique, il a convié le monde entier à l'organisation de ce qu'il a appelé le DRC Africa Business Forum, pour démontrer que nous nous apprêtons à la transition énergétique grâce à une étude qui a été menée, l'étude de Bloomberg que le directeur de cabinet adjoint a rappelé ici. Cette étude a démontré effectivement que dans cette transition énergétique, la République démocratique du Congo, c'est la meilleure destination en matière d'investissement dans la chaîne des valeurs autour de l'industrie des batteries électriques. Cette organisation d'intelligence financière internationale a démontré que s'il faut donc créer cette unité de transformation du cobalt, du lithium, du manganèse, du graphite, du nickel, pour installer l'usine de production de précurseurs de batteries électriques, il faut 117 millions de dollars lorsqu'il faut le faire aux États-Unis. Il faut 112 millions de dollars s'il faut le faire en Chine. Il faut 65 millions de dollars s'il faut le faire en Pologne, en Europe. Et seulement, il faut 39 millions de dollars en République démocratique du Congo, pour démontrer que nous sommes la meilleure destination. Et donc la transition, c'est nous. Mais souvent, au niveau international, on évoque des questions résiduelles et secondaires pour chercher à saper l'image de la République démocratique du Congo. Mais tenez, pour ceux qui sont ici et ceux qui viennent de l'Europe, nous sommes à l'ère de la transition énergétique. Le gouvernement allemand,
le 19 juin 2022, a annoncé une décision de recours aux centrales du charbon pour faire face au déficit énergétique face à la montée du prix du gaz, à la suite de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais je n'ai jamais vu autant de tollés soulevés contre le gouvernement allemand face à cette décision. Donc il faudrait que, au niveau international, on relativise quand même ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il y a des efforts qui sont réalisés, même si sur le chemin de ces efforts-là, on peut connaître des embûches. Mais les embûches ou les petites coquilles et les petits tâtonnements ne doivent pas faire l'objet d'un renoncement total à la volonté du président de la République de vouloir changer les choses. Donc je voudrais nous inviter, nous tous, y compris la société civile. La société civile, comme a dit son représentant ici, même s'il n'en a pas la qualité selon ces termes, devra aussi accompagner son gouvernement. Parce qu'in fine, c'est une société civile congolaise, elle n'est pas une société civile européenne ou américaine ou chinoise. Elle est une société civile congolaise, et donc lorsqu'elle constate ce qui ne marche pas du côté du gouvernement, c'est toujours mieux de venir vers le gouvernement pour qu'il y ait ce dialogue interactif à l'issue duquel on pourra trouver des voies de sortie. Et donc, je voudrais aussi inviter la société civile, au lieu de crier sur les toits du monde pour s'auto-flageller ou flageller les pays, j'invite la société civile à promouvoir plutôt le dialogue entre lui, entre elle et son gouvernement. Et là, on trouvera des voies de sortie sur des questions. Sinon, on verrait la société civile allemande en train de crier sur les recours du charbon, au charbon par le gouvernement allemand. Mais je n'ai jamais vu, en tout cas, des écrits de la société civile allemande pour dénoncer cela. Pour dire qu'il y a des questions stratégiques, quand elles touchent les intérêts supérieurs de la nation, tout le monde est amené à coaliser. Et donc, maintenant, qu'est-ce que nous faisons sous l'autorité du président de la République pour nous amener vers la transition? Après l'IRC Africa Business Forum, vous avez suivi, il a été signé un accord de coopération avec la Zambie parce qu'on a estimé que c'est un vaste chantier que la RDC ne peut pas faire seule. Et donc, dans le cadre de l'intégration économique régionale, le président de la République a signé avec son homologue zambien, Hakainde Hichilema, cet accord de collaboration pour dire nous voulons être les leaders de cette chaîne de valeur autour de l'industrie des batteries. Pourquoi? Parce que nous avons 70% de la production mondiale du cobalt, la Zambie est là, elle a le cuivre, on les fait ensemble parce que les précurseurs des batteries ne demandent pas l'utilisation de tous les minerais que j'ai cités ici. On va commencer par la première gamme, ensuite on viendra la deuxième, la troisième, jusqu'à la production des voitures électriques plus tard. Parce que pour le président de la République, il a vu la demande mondiale. Si vous voyez le volume de véhicules électriques qui circulent à travers le monde, en 2018, je crois, si j'ai bonne mémoire, je vais voir si j'ai encore les chiffres, en 2018, il y avait 4 millions de véhicules électriques à travers le monde. En 2028, il y aura entre 50 millions et 200 millions de véhicules électriques à travers le monde. Et autour de 2040-2050, on sera à près de 900 millions de véhicules. Et vous voyez comment la RDC sera au cœur de cette transition énergétique à travers le monde. Le Parlement européen d'ailleurs vient de voter une disposition qui interdit l'utilisation de véhicules de moteurs thermiques d'ici 2035. Alors donc le chef de l'État a estimé que non, nous devons être au cœur de cela à travers des politiques que nous mettons en place, et c'est l'essence de toutes les conférences auxquelles nous participons pour faire entendre la voix de la RDC sur le processus qui est en train d'être mis en place. Alors, après l'accord de coopération avec la Zambie, nous nous sommes dit, nous devons penser au contenu local. Parce que nous entrons dans la transition énergétique, mais nous n'avons pas de qualification. Voilà pourquoi on a créé le Centre africain d'excellence sur la batterie à Lubumbashi, qui fonctionne à l'intérieur de la faculté polytechnique de Lubumbashi, pour préparer déjà les Congolais et les Africains à cette transition. On va former les Congolais
du niveau supérieur, du niveau moyen et du niveau manœuvre, pour que, même si en commençant, on va faire venir l'expertise extérieure, mais au bout d'une certaine année, nous allons nous rassurer de ce transfert de technologie vers l'intelligence congolaise pour prendre en charge plus tard toute cette question. Alors, après la création de ces centres d'excellence, comme a dit le DIRCABA, nous venons, par les biais du gouverneur de province d'Haut-Katanga, d'avoir 2000 hectares répartis en 4 blocs de 500 hectares où nous allons commencer avec les premières unités de transformation parce que nous allons les considérer comme les zones économiques spéciales à l'intérieur desquelles le président voudrait offrir des facilités fiscales parce que souvent les problèmes qui sont posés par les investisseurs c'est de dire il y a un problème fiscal en RDC. Alors ces espaces-là qu'on appelle zones économiques spéciales sont des zones franches à l'intérieur desquelles il y a un guichet unique et un certain nombre d'allègements fiscaux vont jusqu'à 20 ans pour rassurer les investisseurs des coûts de production qui seront minimisés pour que les produits qui seront issus de ces zones économiques spéciales soient compétitifs sur les marchés internationaux. Alors les schémas du président, c'est en fait d'essayer un peu de voir les modèles que les dragons asiatiques ont pu faire, notamment la Corée du Sud, le Taïwan, le Hong Kong et le Singapour, qui ont emboîté les pas au Japon dans leur politique industrielle de substitution des importations, mais également en passant par l'industrie légère, puis lourde, etc. On est dans ce schéma-là au niveau du gouvernement et donc on doit rassurer toute l'opinion ici présente que les pays se portent bien avec Félix Antoine Tshisekedi sur cette voie-là et nous avons besoin des mains de vous tous et Cobalt Institute qui a organisé ce cadre de réflexion devra sortir de la RDC avec une image positive. Et nous attendons un rapport, pas pour vous corrompre, mais un rapport qui rassure de tout ce que je suis en train de dire ici. Qu'il y a des choses qui se passent en République démocratique du Congo. Mais seulement, quand on est à l'extérieur de la RDC, on parle de la guerre, on parle de Bunagana, on parle de violence, on parle de ceci. Mais nous avons compris qu'il y a des réseaux qui construisent ce genre de discours parce qu'ils ne veulent pas le décollage de la République démocratique du Congo. Or, si la RDC décolle, c'est toute l'Afrique qui va décoller. Et donc, au niveau international, on n'a plus besoin de discours de soutien aux politiques publiques qui sont mises en place ici dans le pays. Et ensemble, nous allons gagner. Ceux qui pensent que la RDC en se développant vont être pauvres, ils se trompent. Parce que lorsque la richesse de la RDC va grandir, la RDC va la partager avec les autres. Et donc les craintes que souvent certains de nos voisins particulièrement ont devraient être évacuées pour dire que le développement de la RDC signifie le développement des autres. Parce que nous allons être la locomotive pour tirer les autres pays de là où ils sont. Et c'est cela la volonté du président de la République. Voilà donc les quelques commentaires que je voudrais placer en concluant par rassurer que nous avons des plans qui sont élaborés. Et Alpha Kitenge a dit il faut que la RDC puisse mettre en œuvre ces différents plans. Les plans sont peut-être élaborés. Aujourd'hui, vous avez suivi le gouvernement qui passe d'un budget de 10 milliards à un budget de 14 milliards. C'est la première fois. Ces 14 milliards vont être injectés dans les investissements publics. Donc désormais, on peut avoir un budget qui investit 30 à 40% de ses ressources dans les investissements pour rencontrer le contenu des différents plans que nous avons, comme celui de l'industrialisation de notre pays, qui est chiffré à 58,4 milliards. Si je me mets à développer les composants de ces plans, on va passer la nuit ici. Mais je voudrais simplement rassurer les uns et les autres que la RDC a des plans désormais sur lesquels